sujet. Voilà, merci à tous. Et Coralie, je vous passe la main. Merci beaucoup Stéphane. Ça y est, Monsieur Cassez est bien arrivé. Oui, je suis là. Et en plus, on l'entend et on le voit, donc c'est parfait. Très bien. Bravo. Bravo. Merci beaucoup donc, pour l'introduction. Ce que je voulais juste rajouter, moi, c'est une question très, très logistique pour les webinaires parce que voilà, on est obligé de mettre des petites règles. C'est un format qui est voilà, très différent du présentiel. Du coup, pour qu'on se reconnaisse tous, surtout, je vais vous demander à chacun, si ce n'est pas déjà fait, de vous renommer en fait dans l'outil avec votre nom et le nom de votre commune aussi. Donc, pour ce faire, en fait, il faut que vous alliez sur votre vidéo et vous avez 3 petits points à droite, en haut à droite de votre vidéo. Vous pouvez renommer, donc mettre votre nom et votre commune. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Ensuite, quand les intervenants vont parler, il faudra qu'on coupe tous nos micros parce que parfois, ça peut faire des petites interférences. Si vous avez quelqu'un qui rentre dans votre bureau, ou ça peut aussi faire parfois on peut entendre en double des échos. Donc, comme ça, tout le monde peut couper son micro et l'intervenant est bien tranquille pour faire son intervention. Donc, pour ça, il faut aller tout en bas à gauche sur désactiver les micros. Et si vous avez du mal à voir les images ou à entendre, vous pouvez aussi couper votre caméra juste à côté, arrêter la vidéo. Ça permet de gagner un peu de bande passante de votre côté et d'avoir quelque chose de plus fluide. Donc, si jamais vous voyez que ça lag un peu, vous pouvez couper votre caméra, il n'y a pas de problème. Ensuite, pour les questions, ce qu'on peut faire, c'est donc les faire à la fin de l'intervention de chacun des intervenants. Vous pouvez mettre une petite étoile dans le chat. Donc, c'est pareil, vous pouvez aller si le chat apparaît pas tout de suite, là, vous pouvez aller dans plus, tout à droite en bas, et chat. Et du coup, mettre une petite étoile, ça m'indiquera que vous voulez prendre la parole. Et donc, je vous donnerai la parole à la fin de l'intervention pour poser votre question. Voilà. Et le dernier, le chat, je vais vous le faire apparaître là tout de suite, comme ça. Vous le verrez. Hop. Donc, c'est ici. Donc, vous pouvez mettre une petite étoile et comme ça, je saurai que vous avez une question à poser. Et le dernier point, c'est que la visio est enregistrée pour pouvoir accéder de nouveau à cette conférence, ou aussi pour que les communes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui puissent la regarder. Donc, voilà, je vous préviens de ça. Ok, très bien. Bah, écoutez, pour moi, c'est tout bon. Et puis, donc, je vais laisser la parole à Alexandre de Les Attitudes Ouest Azur qui va nous parler un peu de l'entretien écologique des espaces verts. Alexandre, j'arrête mon partage d'écran et puis je vous laisse partager le vôtre si ça vous va. Voilà, j'active le son. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Voilà, alors comme je n'ai pas une très bonne bande passante, si par hasard ça coupe, vous me direz, je couperai la vidéo. Ça marche. Par le partage d'écran. Voilà, c'est parti. Là. On ne le voit pas encore, mais je pense que ça va arriver. Alors, moi, je l'ai sur mon écran. Ah, ça marchait très bien tout à l'heure. Là, en tout cas, j'ai pas. C'est toujours comme ça. Bon, en attendant que ça s'ouvre, je lisais ce matin un article, une étude qui vient de paraître, vous avez peut-être vu, d'un groupement de chercheurs qui ont mis en évidence que, c'est une étude qui est assez complète, assez longue sur l'impact de... Non, ça ne veut pas s'ouvrir. Hein. Sur l'impact des activités humaines sur l'environnement, la pression qu'on peut exercer. Et les conclusions de l'étude montraient qu'en gros, hein, l'activité humaine, les pressions sur les prélèvements de ressources représentent 173% de la biocapacité de la Terre. Donc la biocapacité, donc ça c'était en 2017, hein, c'est une étude qui est parue pour l'année 2017. Et donc la biocapacité, c'est la capacité de la Terre à pouvoir
produire les ressources qui sont demandées et retraiter les consommations donc, pour avoir un effet de résilience qui lui permet de rester à l'équilibre. Donc, on voit bien que, non, décidément, le partage d'écran, c'est pas fait. Alors, attendez, je réessaie. J'ai bien voulu vous montrer là. Il n'y a rien qui s'affiche hein, chez vous, c'est ça? Non. D'accord. Euh, Ah, c'est dommage, tout à l'heure, ça s'est ouvert tout seul. Mais oui, 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 effectivement. Je sais, moi, je peux, après, j'ai votre présentation, je peux la partager si besoin. Essayez peut-être Oui, de fermer la présentation, la rouvrir et de recliquer là voilà. sur écran partagé en choisissant bien la. Vous pouvez choisir la présentation et pas tout l'écran. Peut-être que ça peut fonctionner. Oui, Parfois. alors je repars dessus. Ah, voilà, j'ai fermé, je rouvre. Ah, le test était concluant tout à l'heure, hein. Je suis désolé. Non, non, mais c'est pas grave. Si vous voulez, je partage, hein, c'est pas. Oui, j'aurais essayé une dernière fois, mais sinon, effectivement, je pense que j'ai une connexion un peu faible. Oui, peut-être, oui. C'est peut-être ça, Ça sera effectivement. peut-être plus facile si c'est vous qui le faites. Ouais. Non, il est en train de s'ouvrir, c'est bon. Ah. Vous Non, avez bah quelque là, chose? Non. non, bah je vais l'ouvrir, vous D'accord, embêtez oui. pas. Hop, tac. Là, normalement, c'est bon. Je sais pas si vous le voyez bien. Moi, j'ai rien du tout. J'ai un écran noir maintenant. Oui, là, c'est bon. Ouais, c'était le temps que D'accord. ça Ah, s'ouvre. vous voyez la Oui. présentation. Ouais. La mienne ou... Non, je pense que c'est la mienne, du coup. Bon, je ferme alors parce que moi, j'ai plus rien du tout. Ah. Mais peut-être couper votre caméra, éventuellement, ça peut vous aider à mieux capter. Là, normalement, tout le monde voit votre présentation. Je récupère Zoom. Ah oui, voilà, c'est ça. Bon, je vous ai. Ça va. Donc Ok. oui, par contre, donc, je parlais de cette étude qui pour moi, je trouvais intéressant de voir à quel point l'impact est fort, la pression est forte, et nous, comment se positionner en tant que jardinier, en tant que prescripteur ou en tant que, voilà, simplement en tant que professionnel, comment nous, on peut agir là-dessus. Et je pense que euh, nos pratiques n'étaient pas forcément les bonnes. Maintenant, on s'en aperçoit parce qu'elles ont un réel impact. Et c'est là-dessus qu'on travaille assez régulièrement avec les équipes pour se demander comment améliorer le bilan environnemental de nos actions. Voilà, donc j'ai voulu démarrer avec une citation, si vous voulez passer à la diapo suivante, à une citation que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle résume à elle-même les principes qui doivent guider notre action. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Konrad Schreiber, Oui. ouais, qui dit, entre autres, hein, c'est un agronome super intéressant, qui dit qu'un sol nu est un sol foutu. Et ça, bon, ça concerne évidemment les pratiques agriculturales, pas forcément les pratiques ornementales, puisque c'est un ancien éleveur laitier qui a travaillé 20 ans avant de rejoindre l'IAD, donc l'Institut pour une agriculture durable. Et il travaille maintenant aux côtés des agriculteurs pour les aider à améliorer leurs pratiques et avoir une action plus durable sur leur sol, sur leurs pratiques culturales et avoir de meilleurs rendements sans forcément avoir recours à des intrants extérieurs, des intrants synthétiques ou minéraux. Donc, ce qui nous concerne, enfin, ce qui nous intéresse, nous, sur les pratiques ornementales, c'est de savoir qu'on ne peut pas faire sur un sol nu, on ne peut plus faire sur un sol nu, on ne peut plus faire d'artificialisation des espaces verts. Et partant de là, il faut trouver d'autres méthodes et d'autres pratiques. Et c'est là qu'on va rejoindre après en pratique la gestion durable des déchets.
Donc, avant tout, il me semblait important de se pencher sur nos pratiques, les pratiques traditionnelles des jardiniers, ce qui fait que celles qui ont été les plus répandues depuis des années, celles qui sont encore enseignées dans les écoles, c'est le schéma je taille, je ramasse, j'évacue, qui amène à un cercle vicieux, enfin, un cercle vicieux surtout à long terme, parce que dans l'action au quotidien, on ne s'en aperçoit pas, les interventions se déroulent les unes après les autres et le sol devient de plus en plus dépendant, les végétaux deviennent de plus en plus dépendants également du jardinier, puisqu'il faut des intrants. Alors ça peut être de l'eau, ça peut être des engrais, ça peut être des pesticides. Euh, et euh, et le sol perd de sa résilience et les environnements perdent de leur résilience aussi. Donc, avec un schéma tel que celui-là, en fait, on délocalise les déchets et donc on crée de l'érosion des sols. On crée surtout ce qu'on voit beaucoup ici, nous, sur la Côte d'Azur, parce qu'on a des différences de température importantes. C'est l'effet de battance du sol. Donc, l'effet de battance, hein, est-ce que quelqu'un intervient? Non, Non, c'est bon. D'accord. Donc, l'effet de battance, c'est cette dégradation progressive du Oui, sol. bonjour, Jean-Pierre Ah, Piquet. Je ne sais pas si vous me recevez. pardon. Bonjour. Oui, oui, bonjour, on vous entend. Donc oui, je Allez-y. parlais de l'effet de battance. Donc, cette dégradation progressive du sol qui fait que on augmente le ruissellement, on crée de l'érosion, on appauvrit les sols. Ça crée aussi un enherbement non maîtrisé qui est mal accepté et donc qu'il faut combattre artificiellement le plus souvent. On crée aussi des besoins importants en arrosage, même pour des végétaux qui sont en place depuis des années. Donc, forcément, on a un impact qui n'est pas le bon et puis une action qui n'est pas la bonne puisqu'on dépense de l'énergie pour des actions qui ne devraient pas, des actions d'artificialisation pour maintenir les plantes alors qu'elles ne sont pas forcément à la bonne place et on en parlera un peu plus tard. Et tout ça, ça participe à l'aggravation du réchauffement climatique. Voilà, donc ça c'est pour l'environnement. Évidemment, pour les collectivités, c'est un coût de transport élevé. On s'en aperçoit forcément pas au quotidien, mais sur des équipes de travail comme les nôtres, on a mesuré que ça représentait plus d'une demi-heure de travail pour une équipe. Alors nous, on a des équipes de 7 dans les camions. Donc, si vous multipliez ça, 30 minutes par 7 personnes, le temps d'intervention pour aller simplement faire la queue à la déchetterie, c'est assez hallucinant tous les jours, en sachant qu'en plus, on appauvrit les sols. Forcément, on l'avait dit avant, hein, on appauvrit les sols et on évite de recycler la matière organique sur place. Donc, on oblige après à réintervenir pour ajouter des intrants. Alors, il y a des intrants organiques, évidemment, on en met de plus en plus, mais on remplace également les solutions de sol. Avec l'eau contenue dans le sol, on appelle ça la solution de sol. On n'a pas de solution de sol qui sort du robinet, on a seulement de l'eau chlorée. Donc, c'est aussi un intrant et c'est un intrant qui n'est pas forcément bon non plus pour les plantes. On augmente également le temps de prélèvement des déchets. Et on l'a dit, hein, on tente de recourir aux intrants chimiques, ce qui ne risque pas non plus une bonne solution. Donc, on s'est penché sur la gestion des déchets. Donc, je disais tout à l'heure, la nature ne délocalise pas les déchets. Nous, on le fait. Et comment on peut pallier à ça? Comment on peut réduire ces schémas et arriver à du traitement local? Eh ben, c'est pas forcément. Alors là, on est entre professionnels, mais moi, je tiens souvent le discours aux clients particuliers qui disent mais moi, je suis obligé de passer par la déchetterie parce que je n'ai pas d'équipement, je n'ai pas un gros broyeur. Quand je vois les élégeurs travailler avec leur gros broyeur de 750 kg, je me dis que c'est pas à ma portée. Ben, c'est pas forcément vrai parce que quand on a deux plantes, ben, on peut utiliser son sécateur ou sa cisaille. Et quand on est particulier, et ça marche très bien. Et pour des petites quantités, ça évite de retrouver des déchets verts dans les poubelles jaunes, parce que ça arrive assez souvent.
Et puis les gens pensent bien faire en plus en faisant comme ça, puisqu'ils pensent que c'est des matières recyclables. On a aussi, évidemment, à une plus grosse échelle, des moyens de broyer mécaniquement. Nous, sur EsAttitude, on n'a pas été équipé très très tôt d'un gros broyeur. Par contre, et en plus, il est mutualisé sur 12 équipes. Ce broyeur, le broyeur que vous avez en photo, hein, c'est celui qu'on utilise. Mais au quotidien, une équipe de 7 n'a pas forcément besoin d'un broyeur. Quand on va faire de l'entretien courant sur des sites de 1/2 hectare, 1 hectare, au quotidien, on n'a pas besoin d'un broyeur, ça ne se justifie pas. Par contre, une débroussailleuse à lame, vous savez, ces couteaux recourbés qui permettent de broyer les déchets sur place, c'est mobiliser une seule personne pendant 30 minutes la plupart du temps, là où on mobilisait toute l'équipe pendant le même temps avec une production locale de déchets qui va composter sur place et qui va permettre de garder la matière organique sur place et qu'elle soit disponible pour le client, pour le chantier. Les tondeuses marchent très bien. On utilise de vieilles tondeuses qui fonctionnent peu et souvent, ça nous est arrivé de sortir, avec l'aide des clients particuliers, de sortir des tondeuses de l'abri jardin, des tondeuses qui n'étaient plus utilisées et de les utiliser pour tondre, pour broyer les déchets de haies qui sont tombés directement au pied de la haie. Ça prend quelques minutes et c'est très efficace aussi. Broyeur électrique, hein, ça se fait de plus en plus. Maintenant, on a des solutions qui sont technologiquement bien abouties avec des coûts qui sont peu élevés. Broyeur de branche, alors ça, c'est plus spécifique, c'est plus réservé aux professionnels pour le broyage de certains déchets, même si, alors nous, on a une autre façon de faire, c'est qu'on prend l'habitude avec les équipes de leur faire trier tous les déchets, c'est-à-dire débrancher et d'enlever le houppier des branches et de garder un maximum de bois pour éviter aussi de perdre des capacités, parce que le bois, ça s'utilise en combustible également, et de temps en temps, les réserves de bois permettent aussi de créer du broyat de bois spécifiquement. C'est demandé par sur certains sites ou selon les contraintes, hein, quand c'est des lieux de passage par exemple, il faut que la matière se décompose plus lentement. Et évidemment, les gyrobroyeurs pour les entreprises qui en sont équipées, c'est aussi une bonne solution. Donc, la réduction de déchets par mulching. Alors, le mulching, c'est évidemment, c'est pour tout ce qui est prairie et gazon. Ça a de gros avantages. C'est rapide à mettre en œuvre. Ça permet de réduire le port de charge. C'est souvent très contraignant de porter des gros sacs à l'arrière des tondeuses après qu'il ait plu ou qu'il y ait eu de la rosée parce que c'est très lourd. Et évidemment, ça crée une fertilisation azotée qui évite de recourir aux intrants tels que le floranide, qui sont des intrants minéraux et qui sont mauvais à long terme pour les sols, puisque pareil, après, ça oblige à scarifier les pelouses et ça prend du temps et c'est très mauvais puisque ça asphyxie le sol. Les contraintes pour le mulching, c'est que oui, certains veulent une belle pelouse et donc on ne peut pas avoir d'andins sur les pelouses ou de feutrage, donc il faut du matériel adapté, mais ça n'est pas forcément. Et en plus, la matière azotée, si on la récupère, elle permet aussi, on le verra tout à l'heure, d'équilibrer les composts. Donc, ça a une autre action sur ou les composts ouverts ou les composts fermés d'ailleurs. On verra, enfin, ça permet de participer à la décomposition des matières organiques. Alors, excusez-moi Alexandre, je redis juste pour les personnes qui sont arrivées un petit peu après. Pour l'instant, on ne pose pas de questions là. J'ai vu que quelqu'un avait levé la main. On les posera à la fin de l'intervention d'Alexandre. Voilà. Mais vous pouvez les poser dans le chat si vous voulez ne pas oublier votre question et on pourra les poser à la fin. Mais c'est plus simple comme ça. Voilà. Allez-y Alexandre, désolé. Je vous en prie. Donc, on peut passer à la suivante si vous voulez. Voilà,
la réduction de déchets par compostage, alors c'est intéressant aussi parce que il existe évidemment les composts fermés qu'on peut participer à mettre en place avec les clients. C'est souvent difficile parce que c'est toujours bien accepté dans l'idée, puis après ça sent mauvais, ça amène des rats, etc. Donc c'est toute une gestion, mais les clients qui utilisent, alors même sur des sites industriels où on a beaucoup d'entreprises maintenant qui s'y mettent, mais il faut accompagner la démarche parce que si on n'a que des déchets ménagers dans les composts, évidemment, ça peut créer des problèmes. Donc, il faut que le jardinier soit là aussi et c'est intéressant de pouvoir, pour le jardinier, y amener une partie de la matière qu'il prélève. Les composts ouverts, alors, c'est plus facile à mettre en œuvre, mais sur les gros sites où on arrive à négocier des petites zones dans le jardin où on plante de végétaux devant pour pas que ça se voit et où on laisse la matière organique sur place pour pouvoir la broyer. Et là, c'est l'avantage de ces débroussailleuses à lame qui sont très mobiles. Le broyeur, il peut rester que sur la route. Par contre, avec les débroussailleuses, on peut aller un peu partout et créer des zones dédiées au recyclage des déchets. Pour le compostage, sans rentrer trop dans le détail, mais le compost, il est équilibré quand il a un rapport entre les matières carbonées et les matières azotées qui est équilibré. Donc, l'équilibre, on appelle ça le rapport C sur N, C pour carbone et N pour azote, qui est égal à 30. Donc, ça suppose, c'est un peu compliqué parce qu'évidemment, une matière carbonée ne l'est pas à 100%, une matière azotée ne l'est pas non plus à 100%. Donc, on estime qu'à peu près, on met un verre pour un brin, donc une matière azotée pour une matière carbonée dans le compost pour qu'il soit à peu près équilibré. Pour donner un ordre d'idée, les feuilles vertes, c'est environ un rapport C sur N de 7. Et au bout de l'échelle, vous avez la sciure de bois et les feuilles de chêne et le bois compressé qui est à peu près à 200. Donc, comment on le voit ça en pratique? Comment on le dit aux clients? Quand le compost sent mauvais, c'est que la décomposition se fait trop vite ou mal et donc on peut faire des apports carbonés et à l'inverse, quand le compost stagne, on inverse la tendance et on apporte notamment ces tontes de gazon quand de temps en temps on peut prélever un peu de gazon et ramasser la pelouse. Il faut penser également à l'humidité quand le compost stagne. Et après, c'est le retournement régulier et le lasagnage. Le lasagnage, c'est ce que nous, on fait quand on accompagne les clients en leur permettant, eux, d'apporter de la matière comme des épluchures de légumes et nous, de la matière qui est issue du jardin qui permet d'avoir une bonne qualité de compost. Alors, l'intérêt de la démarche, c'est quand même de pouvoir transformer les déchets en ressources. Et donc, bon, on en parle un peu depuis le début, hein, mais de valoriser les déchets. Alors, il existe le broyat. Donc, le broyat, c'est tout simple, hein, c'est facile à réaliser. On l'a dit, même avec très, très peu de moyens, même avec un sécateur, on peut créer du broyat. C'est une matière sèche, inerte, qui permet de couvrir le sol. Donc maintenant, on sait que c'est important de couvrir le sol pour protéger les auxiliaires. Donc, je parlais d'effet tampon. L'effet tampon, c'est ce qui fait qu'avec le réchauffement climatique, mais même en général, avec les écarts de température, été-hiver, les périodes sèches qui alternent avec les périodes humides, le sol est protégé des écarts. Et donc, on le voit, hein, si vous creusez dans des endroits où il y a eu du couvre-sol, même du broyat sec, vous avez dessous des lombriques, des vers de terre qui réapparaissent, alors que vous le voyez tous les jours quand vous plantez un arbre. Dessous, il y a de moins en moins de vie dans le sol, et il y a de moins en moins de géophiles ou de vers de terre ou de cloportes. Et ça permet de les protéger du réchauffement climatique et donc d'appauvrir le sol, puisque derrière, c'est eux qui font le travail au quotidien d'aération du sol. On limite du coup les besoins en eau, forcément, puisque quand il y a eu de l'humidité, elle reste plus longtemps. Et on a cet effet d'évapotranspiration qui est moins important avec les pluies hivernales qui vont rester plus longtemps dans le sol. Et donc, on va limiter les effets de stress hydrique. On supprime aussi l'effet de battance, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, je vous ai parlé des auxiliaires.
Donc, c'est toute une chaîne vertueuse. Une autre façon de valoriser qui est plus intéressante encore, c'est de créer du BRF. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. La différence entre le broyat et le BRF, c'est que le broyat, c'est une matière inerte. On prélève des matières qui peuvent être ça peut être tout venant, mais ça peut être aussi des branches mortes et qui n'apportent pas d'autre chose sur le sol un effet de couverture. Avec le BRF, c'est totalement différent. On a une matière vivante qui équilibre le sol et qui vient en nutrition longue durée. C'est avec un effet retard. En fait, qu'est-ce qui c'est le BRF, donc c'est un branchage raméal fragmenté. Donc, c'est les jeunes pousses de l'année qui, avant d'avoir été outées, donc c'est vraiment au printemps, les jeunes pousses qui sont pleines de sève et qui vont être prélevées puisqu'on les taille. La sève reste à l'intérieur et la fragmentation fait qu'on va avoir une libération lente des matières nutritives qui vont nourrir le sol, et ensuite les plantes via le système racinaire. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais d'une libération lente. Là, pour le coup, on supprime l'effet de battance puisqu'on a à la fois l'effet de couvre-sol et en plus l'effet nutritif. Et on protège aussi les auxiliaires puisqu'on maintient l'humidité dans le sol et qu'on crée un milieu un peu plus aérobie que quand on a cet effet de battance avec le sol qui est très compacté, comme on peut retrouver dans les couches inférieures, d'ailleurs, en dessous de la terre arable. Et le compost, alors là, on est sur une autre matière qui permet d'aérer le sol. Donc, on peut avec le compost et on doit avec le compost recréer le complexe absorbant. Le complexe absorbant, c'est ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Non. Le complexe argilo-humique, c'est ce qui fait que sur un sol asphyxié, on a, dans un sol classique, on a beaucoup d'argile et peu d'humus. On appelle ça la matière organique. Donc, on a peu d'humus et c'est des éléments qui sont chargés négativement et qui ne sont pas liés entre eux. Traditionnellement, c'est les lombricomposteurs qui digèrent cette matière et qui créent des agrégats. Ces agrégats, on appelle ça le complexe argilo-humique puisque c'est l'argile et l'humus qui sont liés par, donc chargés négativement, qui sont liés par le calcium. Cet élément-là, ces agrégats, on est sur une analyse fine du sol, on n'est pas sur des mottes de terre, mais ces agrégats-là, ils sont très importants parce qu'ils permettent ensuite, c'est pour ça qu'on appelle ça un complexe absorbant, d'attirer le magnésium, en fait, tous les minéraux, le magnésium, le calcium. Et c'est des liaisons, ce qu'on appelle des liaisons faibles, parce qu'ils sont facilement transférables aux racines des plantes. Donc, ce complexe argilo-humique, nous, en tant que jardiniers, on voit souvent les parties aériennes, mais c'est vraiment quelque chose qui est super important en pédologie. C'est une donnée fondamentale qui permet d'avoir une action long terme sur le sol, et donc sur les plantes, et donc sur la résilience, et sur l'adaptation des plantes au réchauffement climatique. Vous me direz, je suis passé peut-être un peu vite, mais vous me direz si vous avez des questions après. Vous pouvez passer à la suivante. Voilà, donc l'exemple de Moujalo. Donc Moujalo, tout le monde connaît, c'est 5000 habitants, c'est une grosse copropriété qu'on entretient avec 18 ouvriers qui sont à temps complet dédiés sur le site. C'est une copropriété dont on a la charge depuis une vingtaine d'années. Et la démarche d'apporter de la matière organique sur le sol et de couvrir le sol, elle a été initiée en 2010 par les équipes précédentes en collaboration avec la copropriété qui souhaitait baisser l'entretien sur certaines zones. Donc là, on peut commencer à parler de gestion différenciée, même si le terme n'avait pas été posé comme ça, mais l'idée, c'était de pouvoir avoir des espaces verts éloignés des habitations, comme sur la photo de gauche, qui nécessitaient moins d'entretien. Donc, on a passé des partenariats avec des élagueurs. Ensuite, on s'est équipé de broyeurs. Sur le site qui fait 33 hectares, on a estimé qu'il y a plus de 6000 camions qui ont été apportés en matière organique, broyat, BRF, compost, selon les zones.
Alors, sur la première photo, vous pouvez voir, donc c'est le responsable, M. Jacques Conclarier, le responsable des espaces verts sur le site, qui nous montre que sur des talus à forte pente comme ceux-là, qui sont éloignés des habitations, c'est difficile de faire débroussailler les équipes. Bon, là, sur la photo, on ne le voit peut-être pas, hein, mais en fait, en incluant du broyat spécifiquement venu des lagueurs qui font le démontage des palmiers sur la Côte d'Azur, la matière est stockée pendant un petit moment pour qu'elle soit inerte et sans danger. Et ensuite, elle est épandue sur le haut des talus et sur les fortes pentes de manière à pouvoir tenir. Vous voyez que quand le monsieur marche dans le talus, le broyat ne tombe pas, ne coule pas et c'est ces fibres qui retiennent et à la fois évitent l'érosion et à la fois, du coup, ça évite les interventions humaines et ensuite les équipes peuvent intervenir sur le bas qui est moins pentu. Donc, c'était une idée qu'ils ont trouvée, qu'ils ont ensuite étendue sur beaucoup de talus à forte pente et ça fonctionne très bien. Sur la deuxième photo, vous avez un massif plus près des habitations qui est essentiellement avec du broyat de bois parce que c'est un massif qui est assez résilient. Il y a peu d'interventions, une au printemps, une à l'automne, un petit peu de désherbage entre-temps. Là, on voit que le broyat est assez stable. Et donc, on a un rechargement qui est moyen, c'est-à-dire qu'on va une fois ou deux, de temps en temps, rajouter quelques poubelles de broyat, mais sans plus, c'est un massif qui s'autosuffit. Sur la photo suivante, on a du broyat qui est riche en silice. Donc, alors ça peut être des feuilles de chêne, ça peut être pareil, ça peut être issu de coupes de bambou, de coupes de canne de Provence. Voilà, tous les végétaux qui sont de palmiers également, tous les végétaux qui sont riches en silice. Et l'effet obtenu, c'est que le massif a encore moins besoin d'entretien puisque le broyat ne bouge quasiment pas. Ça, c'est quasiment imputrescible. Ça peut rester pendant 3 ans ou 4 ans comme ça. Après, tout dépend de la couche qu'on veut y mettre, de l'épaisseur qu'on veut y mettre. Et sur la dernière photo, celle de droite, là, on a un massif qui est un peu plus ancien avec des végétaux qui sont installés depuis longtemps, où on a un besoin une nécessité d'éviter l'enherbement parce que sinon l'enherbement est fort à cause de l'arrosage. Et donc ici, on a privilégié le paillage acide. Qui lui, donc le paillage acide, il a pour effet d'éviter les petites plantules de sortir, mais il a très peu d'effet sur les végétaux en place et donc ça permet simplement d'éviter aux graines qui arrivent par le vent de pouvoir, et celles qui sont présentes dans le sol, bien sûr, de pouvoir lever. Donc un enherbement là qui est très réduit. Par contre, le paillage acide a tendance à l'être seulement temporairement puisqu'il est en échange permanent avec le sol et donc il s'équilibre avec le pH du sol régulièrement. Donc il faut recharger. Donc là, on est sur un rechargement un peu plus fréquent. Mais c'est intéressant aussi puisque sur Mougins-le-Haut, vous le voyez sur les autres photos, il y a beaucoup de pins, quelques eucalyptus et donc il faut quand même traiter la matière organique et puis ça présente très peu d'intérêt de la stocker sur des aires de stockage avec le risque de pollution que ça représente alors que là sur les massifs, ils ont un intérêt. Donc, le paillage, les limites et les contraintes qu'on pourrait y trouver, il faut savoir quand même qu'on évite de pailler au collet. Je pense que tout le monde a entendu que c'était effectivement mauvais. Sur les petites plantes, on a notamment un souci avec les photinia et ça, on le découvre depuis quelques années avec les lauriers cerises également, les cotonéastères. Où il faut quand même faire attention de ne pas recouvrir le collet, bien sûr, comme pour toutes les plantes, mais surtout de ne pas avoir une action de fermentation trop proche du collet parce que sur le photinia notamment, on a une présence de champignons qui dessèchent les végétaux et on peut avoir sur des mono-haies, alors ce n'est pas la situation idéale, mais on en trouve encore quand on a des haies monovariétales qui dessèchent toutes les unes après les autres et on perd les haies. Donc, on parlait du développement de champignons. Alors, j'ai mis la photo quand même parce que j'ai souvent eu la question, ce que vous avez en bas à droite, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez déjà vu peut-être? Non. Alors, ce n'est pas un champignon, hein, c'est là où c'est une petite astuce parce que
on appelle ça du vomi de chien. C'est en fait une colonie de bactéries en déplacement. Mais pendant longtemps, on a pris ça pour un champignon qui se développe alors, avec du paillage, peut-être un peu moins, mais surtout avec des matières organiques mélangées au broyat. Et on l'a vu souvent en utilisant, je ne sais pas si certains utilisent la technique, mais on travaille en collaboration également avec les moulins et on utilise les grignons d'olive. Donc les grignons d'olive, ils sont à la fois très intéressants puisqu'ils ont des morceaux de noyaux compressés, concassés, donc avec des parties qui vont être très lentes à se décomposer. Ils ont un effet d'éclatement des mottes puisque les petits grains agissent comme des petits cailloux et à la fois l'huile qui est un peu asphyxiante, mais la pulpe qui aère. Donc c'est une matière qui est assez intéressante. Par contre, quand en automne, il y a de l'humidité et que ça crée une couche en superficie qui est un peu asphyxiante et que ce n'est pas griffé régulièrement, on a ce type d'apparition. Donc ça avait été sur Mougins-le-Haut, ça avait été l'objet de quelques plaintes au départ avec des clients qui sentaient des mauvaises odeurs avec des champignons qui apparaissaient en grosse quantité ou des champignons assez impressionnants, notamment des champignons rouges qui grossissaient pendant plusieurs jours avant d'éclater. Et c'est des choses qui sont maintenant traitées par le simple griffage, en fait, hein, le passage du jardinier qui, quand il vient désherber, il griffe un petit peu les endroits où il y a des couches un peu asphyxiantes, qui produisent un milieu anaérobie qui est propice au développement des champignons de surface. Et le paillage acide, alors on a dit tout à l'heure que le paillage acide, et l'ADEME a confirmé, c'est Coralie qui me disait qu'effectivement, le paillage acide, il n'est pas tant que ça. On a souvent surestimé le côté acide du paillage, d'autant plus que c'est le paillage, une fois qu'il est en contact avec le sol, il prend le pH du sol, il y a un échange qui se fait, sauf dans le cas où il est sur bâche, mais là, pareil, ce n'est pas très conseillé. Donc voilà, le paillage acide peut être à garder sur des végétaux qui sont en place depuis un petit moment et éviter toujours de le rapprocher du collet. Quand on prend conscience de la valeur des déchets, on commence à maîtriser le processus de réduction et de valorisation à force de pratiquer et on s'oriente vers de bonnes pratiques. En tout cas, c'est une démarche, hein, c'est pas forcément mauvaise ou bonne pratique, mais on est dans une démarche d'amélioration continue, un peu comme sur la qualité. Et le cercle vertueux, en opposition du cercle vicieux qu'on avait tout à l'heure, qu'on essaye de développer, c'est de passer au schéma je taille, je broie, je valorise. Donc, encore une fois, la nature, elle ne délocalise pas les déchets. On essaye de faire pareil. La main du jardinier, elle essaye simplement d'activer, de rendre un peu plus rapide ce que la nature fait en un peu plus longtemps, mais sans déstructurer ce qui se passe dans les écosystèmes. Donc, on agit simplement pour rendre les massifs agréables à l'œil, mais tout en respectant le processus naturel. Donc, je limite en taillant et en broyant sur place, je valorise les déchets. De ce fait, je limite l'enherbement. Je favorise la vie dans le sol, on l'a vu, avec la protection des auxiliaires, et ça, c'est indispensable si on veut pouvoir protéger les lombricomposteurs, enfin pardon, j'ai plus le terme, la décomposition de la matière organique dans le sol et l'incorporation pour créer les complexes argilo-humiques notamment. Le sol garde son rôle tampon, donc il va ensuite pouvoir accueillir des végétaux dans de bonnes conditions et nécessiter moins d'arrosage. De ce fait, je limite les effets du réchauffement climatique. Donc, on a dit les besoins d'arrosage. Pour le jardinier, pour la collectivité, c'est un gain de temps énorme. C'est un espacement des interventions. Du coup, on pourrait déployer les équipes sur des interventions plus nécessaires. Et c'est surtout zéro frais de déchetterie. Et c'est là où on voulait en venir. Alors, pour reprendre l'exemple de Mougins-le-Haut et du territoire, nous, sur le territoire, on a à peu près on a une douzaine d'équipes et 70 jardiniers. On avait en 2017, c'est pour avoir un ordre d'idée, on avait en 2017 encore, malgré tous ces apports de végétaux, on avait à peu près 9 000 € de frais de déchetterie chaque année.
Et là, actuellement, on est à peu près à 3000, en sachant qu'on vient en soutien d'activités industrielles sur les ESAT. On a d'autres activités verts. Donc, on a essentiellement des apports de carton et ensuite de débarrassage d'encombrants quand sur les chantiers, ça nous est demandé. Donc, je ne saurais pas exactement vous dire, mais je crois qu'on est proche de zéro, en tout cas sur la partie apport déchets verts sur les 12 équipes, y compris la jardinerie. Sans s'arrêter sur la gestion des déchets, on peut aller plus loin et peut-être parler de l'artificialisation des sols, parce que là aussi, nous, on a un rôle à jouer important quand on est consulté sur les aménagements. Tout le monde veut des parkings propres, tout le monde veut des allées où on ne salit pas les chaussures et les bâtiments derrière. Et encore maintenant, moi, je pense beaucoup aux écoles. Quand j'ai à faire des devis ou à conseiller les collectivités pour les écoles, la première chose que je dis, c'est on est sur la nouvelle génération, sur les enfants qui comme nous, hein, jouent dans la cour de récréation qui est bitumée, où on voudrait, sur les seuls petits espaces qui restent, on voudrait aussi mettre du gazon synthétique parce que sinon, ça salit les salles de classe. Moi, je veux bien, mais on ne peut pas avoir un discours, il faut être en phase à un moment donné. Et je rêve, moi, d'entendre parler de la première école des Alpes-Maritimes qui va détruire son bitume dans sa cour d'école et qui va enfin pouvoir y remettre soit un paillage, parce que ça peut très bien s'y prêter, soit en tout cas un sol naturel. Et donc, l'artificialisation des sols, l'arrêt en tout cas de l'artificialisation des sols, c'est indispensable pour nous les jardiniers parce qu'on imperméabilise tout et on ne peut pas créer des espaces naturels. On peut créer des espaces, on peut créer des massifs artificiels, mais on ne peut pas créer d'espaces naturels quand le sol est artificialisé. Donc, il faut penser également à la suppression des intrants qui sont non biodégradables parce que c'est pareil, on crée des espaces avec des toiles de paillage qui sont issues de PEHD ou de polyéthylène et on sait très bien que quand on les sort 20 ans après, ils sont fragmentés, il y a du plastique partout. C'est la même chose d'ailleurs pour le goutte à goutte parce que on a, depuis une dizaine d'années, on pense que le Saint Graal, c'est de remplacer les asperceurs par du goutte à goutte. Alors, c'est très bien sur le principe, sauf que 10 ans plus tard, les tuyaux sont dans le sol, les asperceurs sont dans le sol se fragmente parce que les passages de tondeuse ont détruit tous les arrosages et personne n'est là pour les sortir de terre et ça reste dans le sol. Donc, l'idéal, effectivement, c'est de choisir des plantes qui ne nécessitent même pas de goutte à goutte et de trouver un système qui permet la première année de faire un apport d'eau temporaire pour permettre à la plante de se débrouiller seule et surtout pas de rester sur de la perfusion en eau comme on le fait régulièrement. Surtout que la tentation pour le goutte à goutte, je fais une petite parenthèse, mais je pense que c'est important de le dire, la tentation pour le goutte à goutte. Et en plus, quand les collectivités s'y mettent, les particuliers pensent devoir réappliquer les modèles, c'est de mettre de l'eau tous les jours en toute petite quantité en créant une situation où la plante ne peut pas se débrouiller 2 jours toute seule en plein été si l'arrosage est coupé. L'imitation de la minéralisation, alors vous le voyez sur la photo de droite, hein, bon, on n'a pas forcément des solutions tout le temps, mais la minéralisation, c'est intéressant. La pouzzolane, c'est intéressant. On la produit en plus en France, donc ce n'est pas un intrant qu'on va chercher très loin, donc il y a un fort impact. Cependant, on a un îlot de chaleur là, qui est créé quand c'est des trop grosses zones qui est aussi néfaste puisque pendant des heures et des heures, d'ailleurs, je crois qu'on voit le groupe de climatisation qui est à côté, sur un bâtiment neuf, vous voyez tout de suite l'effet pervers que ça peut avoir. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Choix des essences, évidemment, substitution des annuels par les vivaces. Alors bon, ça, je pense que tout le monde y est. On essaye d'en utiliser de moins en moins par souci de coût, mais aussi parce que les annuels ont des impacts environnementaux qui sont beaucoup plus importants que les vivaces. Et pour l'éducation de l'œil, c'est important, je pense que pour le public,
de voir qu'il peut y avoir des herbes folles et que ça peut être joli, plutôt que d'avoir des petites fleurettes qui éduquent l'œil de manière un peu négative et qui après sont reproductibles par les particuliers ou les entreprises. Et la prise en compte du ruissellement, alors j'ai mis une petite dalle alvéolaire sur la gauche, moi c'est un produit que j'aime bien, qui se fait maintenant de manière écologique, on le voit sur le parking de la deuxième photo à gauche. C'est aussi une alternative à l'artificialisation des sols parce qu'on n'utilise pas de bitume, on va utiliser un sol qui est drainant. Il faut savoir que la dalle alvéolaire, elle a un pouvoir de ruissellement qui est encore plus faible que le sol naturel, puisqu'elle retient l'eau dans les dalles et elle maintient l'humidité dans le sol. Et donc, pour avoir un ordre d'idée, sur une vitre, on a à peu près 95% de ruissellement, on a 50% sur du bitume, on a à peu près entre 2 et 5% sur du sol naturel et on a jusqu'à 0% sur des dalles alvéolaires quand c'est bien posé. Donc, je ne dis pas que c'est la solution partout, mais ça peut être intéressant de remplacer. Et je reprends mon exemple de la cour d'école. Si le rechargement des dalles alvéolaires se fait sur à moins 2 cm des dalles alvéolaires avec du gazon, les salles de classe seront propres. Alors, bref. Ah, pardon, j'ai un message d'alerte. Ah ouais. Réfléchir à la fonction des espaces, je pense que c'est aussi de notre rôle et c'est aussi ce qui va participer à créer des espaces verts un peu plus audacieux et un peu plus intéressants. Et donc, se poser toujours la question de la fonction des espaces verts qu'on nous demande de créer, c'est aussi répondre à la question environnementale parce qu'on a trop tendance à faire du copier-coller de ce qu'il y a sur le rond-point du voisin ou sur la commune voisine et on arrive à une standardisation. Je parlais de la pouzzolane tout à l'heure, mais ou des jardins secs, où la fonction ornementale, c'est qu'une des fonctions des espaces verts. La fonction récréative, elle est intéressante, mais il y a aussi une fonction sociale. Et moi, j'ai une formation de sociologue, alors c'est peut-être ça qui influence mon regard, mais je trouve que c'est important de recréer en dehors des jardins et des parcs, de créer des zones où les gens se rencontrent, où les gens partagent des choses. Et la fonction sociale et la fonction nourricière, c'est aussi réimplanter des espèces comme des fruitiers, comme des arbres qui ont une fonction autre ou des plantes qui ont une fonction autre que la fonction ornementale. Donc ça, c'est une réflexion à avoir, mais je pense que c'est important en tout cas de toujours proposer, même si après, ce n'est pas forcément accepté, mais en tout cas de proposer d'autres choses que ce qui se fait actuellement. Et la fonction de limitation des effets du réchauffement climatique, je pense aux micro-forêts. Tout le monde a entendu parler des micro-forêts de Miyawaki et je pense que c'est aussi une source d'inspiration, même si après c'est un modèle qui n'est pas forcément qui n'a pas forcément que des vertus, mais en tout cas ces micro-forêts qui poussent très vite, qui peuvent s'installer en ville et surtout qui créent du lien social parce que les jardiniers seuls ne peuvent pas créer une forêt Miyawaki, une micro-forêt dense, mais par contre, on peut le faire avec le soutien d'associations, le soutien d'écoles, et c'est des projets qui sont très, très intéressants. On est en train de mener avec un client qui est sur une démarche RSE, donc responsabilité sociale et environnementale, c'est un gros propriétaire installé sur la région et qui a beaucoup d'espaces verts. On est en train de créer une réflexion sur que faire de ces espaces en dehors de promotion immobilière, mais que faire de ces espaces qui sont libres et qui sont pour l'instant seulement fauchés et qui pourraient servir des espaces qui sont en incursion dans les villes. Et donc, la fonction de limitation des réchauffements climatiques, elle passe par notamment le reboisement et la diversité des espèces quand les espèces sont endémiques. Le choix d'essence adapté, alors sur la Côte d'Azur, on est assez mal servi puisque depuis le milieu du 19e siècle, on a une tropicalisation de la végétation. On le voit avec des végétaux qui ont été beaux pendant des années puis qui maintenant subissent les ravageurs. C'est le cas du charançon rouge, le Rhynchophorus ferruginus qui a
décimer les populations de palmiers. C'est le cas maintenant, plus récemment, du charançon de la Gave qui fait des dégâts énormes. C'est le cas du paysan d'Isia Arcon. Et donc, on voit que toutes ces espèces qui étaient prônées et qui devenaient un modèle d'espace vert et finalement, donc celles qui aiment le soleil, pour nous, sur le climat méditerranéen, les plantes mellifères et les plantes, les fruitiers sont des espèces à privilégier, évidemment, pour éviter de réintroduire encore. On voit encore qui sont plantés dans les massifs, on voit encore des mimosas, on voit encore des buddleias qui maintenant envahissent les espaces boisés naturels. Donc, réfléchir aux plantes et à leur utilité et aux plantes endémiques et à leur installation, je pense que ça fait partie de nos rôles. La gestion des adventices, alors ça c'est une question qui revient souvent, les clients nous voient souvent travailler, vous devez connaître ce modèle de désherbeur thermique. Alors c'est un désherbeur thermique à air pulsé pour ceux qui ne connaissent pas, donc avec 5% de gaz en gros et 95% d'air pulsé, c'est un brevet français assez récent avec un effet Venturi qui permet d'entraîner de l'air par l'effet de pression du gaz. Donc c'est pas la solution à tout, mais en tout cas c'est une des solutions qui permet de supprimer les adventices quand on doit les supprimer, puisque la réflexion de savoir quand est-ce qu'on supprime les adventices et quand est-ce qu'on les laisse, c'est aussi une question à se poser. La suppression systématique amène aussi à une mauvaise éducation de l'œil et donc à une idée que le jardin doit être toujours propre et exempt d'herbe. Le désherbage manuel, c'est quelque chose qui est fait très, très facilement du fait du paillage du sol. Vous avez dû remarquer qu'après la pluie, on peut désherber facilement et de la même manière, on peut désherber en plein été sur un sol qui est paillé avec 20 cm de paillage. Ce n'est absolument pas problématique et en tirant les herbes, on tire la racine avec. La question est souvent posée de celle de l'utilisation du vinaigre. Parce que dans les recettes de grand-mère sur Internet, tout le monde voit qu'on peut utiliser le vinaigre et que c'est bon pour les plantes parce que c'est biodégradable. Alors, nous, on utilise le vinaigre à faible dose. En tout cas, il faut savoir que, contrairement au glyphosate et contrairement aux solutions systémiques, maintenant, on n'a plus de solutions qui seraient des baguettes magiques et qui fonctionneraient sur tous les sols, dans toutes les conditions. Donc, utiliser le vinaigre tout le temps, ce n'est pas bon. Puisque ça crée une acidification du sol et le vinaigre au bout d'un moment ne se dégrade plus et il se stocke dans le sol, dans les couches inférieures du sol. Utiliser le gaz tout le temps, c'est pareil. Par contre, utiliser les différentes techniques, désherbage manuel, griffage, paillage, en alternance, ça crée forcément une pression moins importante sur l'écosystème qui va avoir une capacité de résilience plus importante. Et donc, on joue là-dessus, sur le fait de toujours réfléchir, de jamais agir automatiquement, on va dire. Alors, quelques pistes pour se lancer. La gestion différenciée dans des espaces verts municipaux, je pense que c'est quelque chose qu'on fait tous naturellement de plus en plus, de se dire de toute façon, les clients veulent plus pour moins. Il faut qu'on fasse, en rationalisant les moyens, il faut qu'on fasse toujours mieux et plus vite. Et donc, donc la gestion différenciée des espaces verts, c'est le fait de pouvoir qualifier les zones, de pouvoir avoir un inventaire, une cartographie des zones pour pouvoir éviter d'intervenir partout de la même manière et de pouvoir toujours dans la fonction, le questionnement sur la fonction des espaces verts, de pouvoir se demander à quoi sert l'espace vert qui est devant moi et comment je peux le traiter au mieux. Et c'est aussi, alors évidemment sur le plan économique, c'est intéressant, mais c'est aussi intéressant sur le plan de la biodiversité, puisque ça permet d'avoir des espaces verts variés et de ne pas avoir des espaces tendus de la même manière partout ou des espaces taillés de la même manière partout. On n'a pas forcément besoin de tailler les arbustes toujours en boule, toujours à la même hauteur.
et de garder la pelouse bien tendue alors qu'on peut avoir de la prairie et que c'est bon pour les auxiliaires. On ne peut pas faire de la gestion différenciée des espaces verts sans faire de la communication. Je vous parlais tout à l'heure du partenariat RSE avec l'entreprise avec laquelle on travaille sur la façon de gérer au mieux les espaces verts et de les rendre plus agréables et de respecter la biodiversité. L'expérience a montré que les employés ont été réceptifs à partir du moment où des panneaux avaient été, c'est tout bête, mais c'est important de le dire, que des panneaux avaient été posés, qu'une communication avait été faite en interne, que des mails avaient été envoyés, qu'un responsable avait été identifié avec une possibilité de le contacter, parce que vous avez toujours des personnes qui vont dire que c'était mieux avant, que c'était plus propre, que les serpents risquent de les attaquer quand ils vont prendre leur voiture pour rentrer chez eux. Vous avez toujours ce genre de réticence qui fait que il faut pouvoir répondre aux questions, il faut pouvoir aussi communiquer et la communication sur place, les petits panonceaux, c'est quelque chose de très simple à mettre en place, mais c'est important, avec toujours un responsable identifiable et contactable pour éviter après d'avoir des réticences qui deviennent des résistances. L'éducation du grand public, pour moi, ça passe beaucoup par la patte que je mets dans les espaces verts, dans la création des espaces verts, c'est-à-dire dans le rendu final. Le fait que, comme je disais tout à l'heure, que les espaces verts ne soient pas tous identiques et qu'on ne soit pas sur un modèle universel. De pouvoir garder sur une pelouse une partie en prairie et de susciter l'interrogation, de pouvoir répondre aux questions. C'est une éducation à long terme, c'est une action à long terme et encore une fois, ça passe par les écoles et l'artificialisation des cours d'école, l'artificialisation des espaces publics en général. L'acquisition du broyeur, je crois que je ne vais pas m'attarder parce qu'on va en reparler après. J'ai juste préparé une fiche pour ceux qui seraient intéressés. Enfin, je la ferai passer peut-être à Coralie si certains sont intéressés par rapport à la mise aux normes des broyeurs pour ceux qui en auraient déjà. Il y a une fiche très intéressante qui a été éditée en 2017 par la Directe d'Île-de-France. Donc, la Directe, c'est l'inspection du travail d'Île-de-France pour pouvoir permettre à chaque employeur de pouvoir vérifier la conformité de ces équipements, étant donné que c'est des équipements qui sont assez récents et qui ont posé des soucis de sécurité il y a quelques années. Et donc, il y a encore beaucoup de broyeurs qui ne sont pas aux normes et il y a une action à faire là-dessus. Ça, c'est intéressant. Et l'aire de stockage. Je systématise maintenant, j'étais un peu plus réticent au début parce que j'avais en face de moi des personnes qui n'en voyaient pas l'intérêt, mais à force de rôder le discours, maintenant c'est systématique quand je fais un devis pour une copropriété ou pour une collectivité de lui dire que si on intervient dans le devis, ça ne sera pas marqué que en dernière ligne qu'il y aura une évacuation déchetterie, les frais qui sont liés aux frais de déchetterie. Par contre, moi, je demande un espace systématique pour broyer les déchets. Et en général, après avoir levé les doutes, etc., ça permet d'investir le jardin avec les clients et de leur montrer les espaces qui sont possibles, des espaces qui ne sont pas aménagés, des espaces en friche. On arrive toujours à trouver. Et les clients sont toujours partants pour ce genre de choses. Et ensuite, on les voit avec leurs petits pots et leurs pelles aller chercher le compost au bout de 6 mois ou 8 mois et se dire bah oui, vous aviez raison. Effectivement, maintenant, j'ai à la fois du compost tout en bas, si je gratte un peu, à la fois des lombriques, et ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu, et au-dessus, du broyat pour mettre en haut des pots, dans les jardinières. Et donc, chacun y trouve un intérêt et ça participe à la recréation du lien et à la réflexion. Merci Alexandre. Je crois qu'on a terminé. Hein. Je ne vais pas arrêter trop tôt là, le partage de connaissances. En tout cas, merci beaucoup. Enfin, moi, personnellement, j'ai appris plein de choses. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des questions. En tout cas, il n'y en a pas dans le chat. Là, on peut prendre un quart d'heure, 20 minutes pour prendre des questions. Alors, je vois que la commune de Pémanade a levé la main.
Allez-y, si jamais votre micro fonctionne, vous pouvez prendre la parole. Bonjour, Marc Bazalgette à Péménade. J'avais une question concernant donc l'évacuation des déchets. Je prends un exemple pratique. J'ai une de mes collègues adjointes qui a une soixantaine d'oliviers très en pente et qui n'a pas trouvé d'autre alternative que le brûlage. Donc, je voudrais savoir si on aurait un conseil à nous donner. Parce qu'il est Alors, difficile d'apporter un broyeur en fait, sur le terrain. Le fait que le terrain est très en pente, on ne peut pas apporter un broyeur. Alors, quelles sont les autres solutions? Alors, c'est intéressant. C'est une parcelle qui permet d'avoir des oliviers en ornemental ou c'est pour la production, vous savez? La production, oui. Parce qu'on a beaucoup, là, depuis 1 an ou 2, on a beaucoup d'oliveraies qui sont en rénovation. Les clients sont très intéressés. Il y a des achats de parcelles qui se font et je trouve que la démarche est vraiment super parce qu'on a des recréations d'espaces. On le voit dans la vallée de la Siagne, aux alentours de Saint-Césaire, en contrebas de Saint-Césaire. On le voit sur Saint-Vallier également. Enfin, moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe et on voit qu'il y a des espaces qui sont réhabilités alors que les ronces et les chênes ont pris le dessus sur les oliveraies. Moi, je dis toujours que si l'objectif, c'est la production d'olives, encore plus que pour le reste, la matière organique, elle doit rester sur place parce que l'olivier, il pousse dans des sols assez ingrats et le broyage sur place, il est indispensable et surtout, ça ne suffit pas de broyer sur place. C'est-à-dire que même, je vais prendre un exemple. J'étais en concurrence pour un devis récemment avec pourtant c'était une association qui est passée, donc c'est une association qui favorise le patrimoine des oliviers dans les Alpes-Maritimes et qui a fait un devis en indiquant aux clients qu'après 1 mois et demi de taille, il se proposait de rebroyer en une journée en louant le broyeur et en broyant une journée tous les déchets. Alors, évidemment, après, je vais répondre à votre question, mais ce qui est important, moi, c'est ce que j'ai dit aux clients, je dis attention, vous allez perdre 50% de la matière organique puisque les branches d'olivier, elles vont sécher et que vous allez avoir en plus, c'est pas très agréable à broyer quand c'est très sec, et ça fait beaucoup de poussière et ça apporte pas grand-chose aux oliviers. Donc là, moi, mon conseil, et c'est ce qu'on met en place de plus en plus dans les oliveraies, c'est sur des équipes de travail, on a une personne qui est à peu près qui est dédiée au ramassage pendant que les autres taillent et on broie tout au couteau broyeur. C'est-à-dire que bon, vous connaissez, je pense un peu tous le matériel. Hein. Vous prenez une débroussailleuse forestière, donc il n'en existe pas 36 modèles. Hein. C'est soit la Husqvarna 555, soit les FS 560 chez Stihl. C'est des machines qui font 50 cm3, qui coûtent 1 millier d'euros à l'achat à grand public et qui permettent de broyer si vous avez 200 oliviers, c'est absolument pas problématique dans la mesure où c'est fait régulièrement. Le gros intérêt, c'est que c'est broyé frais et que c'est réincorporé au sol. Alors, avec l'expérience, on a même des équipiers qui, parce qu'ils aiment ça, hein, qui le font régulièrement, qui broient un peu en dessous du sol de manière à pouvoir décompacter le sol et enfouir la matière organique. Et pour vous donner une idée, sur un gros arbre de 5 mètres de haut qui va être rabattu, il va falloir à peu près 45 minutes de broyage. Mais ça mobilise une personne pendant 45 minutes. Je ne suis pas sûr que le fait de déplacer toute la matière en haut des parcelles pour aller amener la matière au broyeur ou alors de descendre un broyeur à chenilles avec la location, le transport, etc., ce soit moins chronophage. C'est une machine qui se déplace relativement facilement, quoi. Alors, à condition de l'avoir à disposition, c'est-à-dire que souvent, c'est des machines qui sont louées. Effectivement, un broyeur à chenilles, on n'en a pas l'utilité tout le temps. Donc, c'est quelque chose que vous allez louer et puis vous allez vouloir le louer à la journée, donc le louer à la fin du chantier et ne pas broyer la matière de suite. Et c'est là où c'est problématique. En dessous, il faut à peu près, pour rentabiliser un broyeur à chenilles sur une journée, il faut à peu près 50 oliviers. 50 oliviers, même en ayant des grosses équipes, vous n'allez pas pouvoir les tailler avant 15 jours, 3 semaines. Et là, vous appauvrissez la matière organique de manière dommageable, alors que vraiment, c'est une pratique qui est pas encore très répandue, mais
pour ceux qui veulent s'y mettre, ceux qui aiment bien débroussailler dans les friches, c'est quelques heures d'apprentissage pour après un gros gain. Et puis, on le voit hein, sur les équipes espaces verts, travailler dans des fortes pentes pour aller remonter les végétaux ou même les déplacer vers le broyeur, c'est pas forcément très agréable, alors que broyer au couteau broyeur, de la même manière que vous pouvez passer à la débroussailleuse au fil sur les planches, c'est beaucoup moins contraignant, c'est moins lourd aussi. Merci. On avait une autre question, mais on vous recontactera peut-être. Pardon, j'entends pas du tout. Oui, on a. Pardon. Oui, je voulais vous poser une autre question. C'était par rapport à l'artificialisation des cours d'école. Parce qu'on a 4 écoles sur la commune et il y en a 3 qui ont des cours assez artificialisés, enfin, ou du moins en partie. Et on aimerait bien pouvoir agir de ce côté-là pour avoir des cours d'école un peu plus végétalisés. Donc peut-être on vous recontactera dans un second temps pour en discuter directement avec vous. Il existe des solutions. Alors, c'est pareil. Je pense que là, il ne faut pas jouer sur le côté universel de la suppression de l'artificialisation. Je pense qu'il faut multiplier les zones dans les écoles. Et je trouverais très intéressant qu'il y ait effectivement des projets qui sortent avec des zones qui soient créées à la place du bitume de, je ne sais pas, 1000 ou 2000 mètres carrés. C'est d'avoir des zones avec une zone paillée, une zone alvéolée, une zone enherbée. Et vous voyez, et c'est en multipliant ces espaces qu'on crée quelque chose d'intéressant. Merci. Je crois qu'il y avait aussi, alors je ne sais pas, monsieur ou madame Adamo, je ne sais pas qui avait levé la main tout à l'heure. Donc, je ne sais pas s'il souhaite poser une question ou pas, ou si quelqu'un d'autre d'entre vous a des questions par rapport à cette présentation. Si je peux intervenir, j'arrive pas à trouver la main par contre. Ah, bah, allez-y, après il y a allez-y, après on donnera la parole à l'un de l'autre. Allez-y. Ok, donc bonjour à tous. En fait, je suis Fabienne Frégat, je suis la directrice du SMED. C'est Monsieur Delia qui est également président du SMED qui m'a donc sollicité pour assister à votre présentation parce qu'on n'était pas dans le... nous, on est après, en fait, on arrive au traitement. Je voulais juste dire que j'ai trouvé cette démarche, cette présentation très, très intéressante. Que effectivement, je crois qu'on travaille avec le monsieur Jesper déjà sur aussi Saint-Césaire avec c'est David Toretti ou Ingrid Catala normalement hein, mais ils sont en vacances tous les deux donc voilà, c'est moi qui assiste à cette présentation et j'en suis vraiment ravie. Juste dire que tout ça c'est vraiment très intéressant au sens de réduction des déchets bien sûr, la baisse des apports en déchetterie, on sera tous gagnants. Ah, j'ai pas la caméra peut-être, c'est pas très poli, attendez. On vous entend bien en tout cas. Voilà, donc la baisse des apports en déchetterie, évidemment, on sera tous gagnants parce que vous l'avez dit, ça a un coût. Nous, au niveau de la gestion des déchetteries, évidemment, on met du personnel supplémentaire. C'est ce qu'on a fait dans toutes nos déchetteries puisque les flux ont augmenté et notamment le flux déchets verts. Donc c'est ça. Et dans le cadre donc, du PLPDMA, d'ailleurs toutes les communes présentes ici ont été sollicitées puisqu'on on s'engage sur un plan de prévention des déchets. Et effectivement, nous, on était contents au départ que les gens apportent beaucoup de flux en déchetterie puisque c'est des flux qu'on ne retrouve pas dans les ordures ménagères. Mais dans le cadre d'un plan de prévention, ce n'est pas un bon indicateur puisque le but, c'est vraiment de ne même pas arriver en déchetterie. Donc voilà, la démarche est très intéressante et je vais faire en sorte qu'on y soit, nous, SMED, encore plus associés pour vous aider et voir comment on peut mettre en commun en fait des actions parce que c'est vraiment... Vraiment, je suis emballée en fait, par cette démarche que vous avez fait du coup sur avec l'ensemble des communes de la CAPG. Voilà, donc juste vous dire je voudrais qu'on continue à collaborer, enfin qu'on continue à collaborer avec vous. Bon, je sais que Stéphane Bertini, bien sûr, est totalement impliqué là-dessus. Il travaille avec Ingrid Catala, mais voir comment est-ce qu'on peut avoir plus de synergie entre nous, donc collecte par les communes et le traitement pour continuer tout ce qui a été initié parce qu'effectivement, on sera tous gagnants. Il y a des coûts de transport et de traitement des déchets verts qui sont abominables.
Voilà. Et on a mis, je crois que c'est vous, monsieur, qui avez fait l'expérimentation sur Saint-Césaire, le broyage. Je crois que c'est avec votre association, non? C'est pas vous qui avez fait les premiers broyages sur la déchetterie de Saint-Césaire? Vous me demandez à moi? Ah oui, Oui, alors, oui, oui. non, on a été sollicité, je crois, par le SMED il y a il y a Ouais. peut-être 6 mois pour une expérimentation sur un broyeur mobile, mais je crois que le projet n'a pas abouti. Enfin, Bon, j'en ai pas entendu alors, parler. Mais non, ok, pas sur donc Saint-Césaire. on échangera nos coordonnées, je reprendrai contact avec vous parce qu'on essaye maintenant justement dans les déchetteries, même si le déchet arrive en déchetterie, peut-être nous aussi de proposer en fait un broyage. Et on a d'ailleurs été sollicité aussi par des agriculteurs qui se mettent en place sur le haut pays et qui auraient besoin de ce broyat. Voilà, pour vous dire que juste vous féliciter pour la démarche et vous dire qu'en tout cas, on sera volontiers associés plus activement voilà, sur tout ce qui pourra être mis en place là-dessus. Merci. Merci à vous. Alors, il y avait une main levée de la part de Monsieur Delot. Allez-y. Oui, bonjour, Monsieur Delot de la commune du Tigné. Je voulais savoir ce que vous pensiez de l'entretien des forêts qu'on appelle sales, entre parenthèses, hein, par les animaux, par des animaux, soit que ce soit des chèvres, des chevaux ou des moutons, et de l'utilisation qu'on pourrait faire de leurs excréments, fumée de cheval, etc. Alors, c'est intéressant. Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour vous répondre. En tout cas, nous, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit se développer. En ce moment, il y a quelques producteurs qui mettent leur âne à disposition. Et on voit la différence quand c'est des équipes qui passent avec des débroussailleuses thermiques ou des gyrobroyeurs qui défoncent en plus le patrimoine. On n'a pas forcément le choix. On travaille notamment avec en collaboration avec RTE sous les lignes de tension, et notamment dans les zones Natura 2000 et notamment dans des zones de parcs départementaux. Et on voit déjà la différence entre les broyeurs, comme je vous disais, qui vont en plus détruire les vestiges. Les débroussailleuses à couteau qu'on utilise nous, qui ont un impact un peu moins important, mais ça reste quand même des outils thermiques avec leur pollution et leur lot de... Et on voit effectivement quand c'est des animaux qui pâturent que le défrichage n'est pas fait de la même manière. Et vous me parliez, donc moi je trouve ça vraiment super. On n'a pas les moyens, par 2 fois on a essayé de développer cette solution de pâturage et d'avoir un petit cheptel pour pouvoir proposer des solutions écologiques. Aujourd'hui, c'est difficilement faisable, mais je pense qu'on y arrivera. Et puis les agriculteurs, en tout cas, le proposent de plus en plus. Pour les excréments, le plus intéressant, c'est quand même, encore une fois, de ne pas délocaliser la matière, surtout qu'on a déjà celle des haras, on a déjà celle des... bon, on parlait des moulins. Hein. Les moulins, il faut savoir quand même, si vous contactez le moulin d'Opio ou le moulin de Saint-Césaire, ça sera la même chose. Ils sont obligés de payer les frais de suppression des grignons pour toutes les parties qui ne sont pas utilisées par les jardiniers hein, qui viennent récupérer la matière. Donc, garder la matière sur place, les excréments qui permettent de réamender le sol, je pense que c'est plus intéressant que de la prélever et garder peut-être des partenariats avec les agriculteurs qui, eux, ont des productions qui s'accumulent. Et pareil avec les haras pour pouvoir récupérer les matières. Il faut savoir que c'est quand même une source de pollution importante dès on en a conscience, hein, mais dès qu'on stocke de la matière organique de manière un peu trop dense sur le même site, de la matière organique qui a été donc déplacée, on a des sources de pollution puisqu'on a des jus qui se créent. Et donc, c'est une chose de pouvoir créer des zones de compost sur des jardins locaux et c'est une autre de tout stocker dans un seul endroit. Et c'est pareil pour le fumier de cheval et c'est pareil pour le reste. Donc, je pense qu'un maximum de relocalisation, et c'est un bon credo. Il y avait aussi une question de Julie Pignat et Marc Baselget. Pardon. Allez-y, vous pouvez prendre la parole. Nous avons donc un square d'enfants qui est
très dégradés par des pins, donc par le système racinaire des pins. Et donc, nous voulons recréer un nouveau square et abattre ces pins. Alors, ça nous pose un gros problème de communication vis-à-vis du public pour pouvoir mettre donc des arbres qui auraient des systèmes racinaires qui ne seraient pas en surface et qui ne dégraderaient pas, disons, tous les dallages et le jardin. Donc, si vous avez un conseil de ce côté-là, on est preneur. Ah oui, en termes de communication, j'imagine, oui. Oui, ou alors comment on peut s'en sortir en gardant les pins du fait du système racinaire qui est en surface? Alors, il faudrait voir sur place, c'est toujours possible sur des arbres qui sont bien installés de pouvoir affaiblir le système racinaire pour planter des végétaux alternatifs avant de supprimer les pins. Ça permet de faire passer l'information auprès du public et de pouvoir rendre acceptable ensuite la suppression des pins. Évidemment, ça coûte un peu plus cher, puisque si dessous vous avez des végétaux qui sont jeunes, ben, ça va être du démontage et le démontage coûte plus cher que l'abattage. Mais ça peut être une solution. Après, de plus en plus, les gens comprennent que les mimosas, comme les pins, ce pas des végétaux qui sont bien adaptés ici. Et puis que quand on peut s'en passer pour autre chose, pour recréer aussi des zones un peu plus diverses en termes de végétation, de variété, ça reste quand même plus intéressant que d'avoir un gros pin sous lequel rien ne va pousser et qui va ensuite acidifier le sol. Et puis en plus, c'est le problème du système racinaire du pin, c'est ces racines qui se multiplient en surface et il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire vivre en dessous. Oui. Merci. On reprendra contact avec vous. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on... Moi, j'ai une dernière, s'il vous plaît, mais je ne toujours pas, je ne sais pas où est la main pour lever la main. Une dernière, on avait, nous, pris contact avec l'ONF, notamment pour la déchetterie qui est en fait à Val-de-Roure, mais globalement, les déchetteries du Haut-Pays, hein, puisque c'est sur ces déchetteries où on a des frais de transport qui sont très importants. Et au départ, donc, on avait vu avec eux pour proposer un épandage, en fait. Et ça n'a pas pu se faire. Donc, je voulais savoir s'il y a une autre solution, en fait, qui pourrait être proposée. Ça n'a pas pu se faire parce qu'apparemment, il y aurait une variété trop grande d'essence qui ne serait pas forcément compatible avec les sols de montagne. Alors, du type, c'est vrai, vous avez trouvé ça bizarre, mais des fois, on va trouver à Saint-Vallier un palmier, par exemple, vous voyez, donc, ou même à Malamère, hein, alors qu'il n'y a pas beaucoup de palmiers qui poussent à Malamère. Et en fait, du coup, on a eu Alors, on va reprendre contact avec eux parce qu'il faudrait vraiment qu'on arrive à trouver une solution. Mais est-ce que de votre côté, vous avez une proposition ou une orientation à nous donner pour qu'on puisse faire cet épandage sans que ça cause un problème, en fait, au niveau de la variété des essences? Et du coup, que ça cause un problème au sol. C'est ce qu'on nous a répondu, en tout cas. Écoutez, en tout cas, j'ai suivi il n'y a pas très longtemps je crois que c'était le SMED aussi, une opération qui a permis de proposer du compost aux particuliers. Oui. Et voilà. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'au bout de 2 heures, il n'y avait plus du tout de compost disponible parce que tout le monde s'est jeté dessus. Et je trouvais ça intéressant parce que vous auriez fait la même chose il y a 3-4 ans, vous n'auriez pas eu le même écho. Et avec ces broyats, s'il y a du broyat de bonne qualité, je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir le proposer au public pour éviter d'avoir des amas dans des sols qui ne sont pas adaptés, parce que dans les jardins des particuliers, ça peut tout à fait s'y prêter. Alors, c'est vrai que c'est dommage de trouver du palmier. En plus, le palmier, selon les espèces, c'est interdit en déchetterie et on en retrouve encore. C'est ça. Et ça peut poser d'autres problèmes. Mais après, il y a une autre solution peut-être, hein, c'est de garder un container pour laisser la matière se décomposer et créer du compost de cette manière-là. Et le compost ensuite ne posera pas le problème de la variété non adaptée au climat. D'accord. OK, merci beaucoup. Très bien. Eh bien, je vous propose qu'on passe donc à l'intervention suivante, donc de la mairie de Pégomas. Je vais juste partager mon écran. Hop.
Mais je vous laisse la parole, Monsieur Petinery, puis Monsieur Combe aussi. Ok, ben, gros bonjour à tous. Donc nous, ce qu'on met en avant donc aujourd'hui, ça va être donc le broyage de déchets verts. On intervient donc chez les particuliers qui souhaitent justement se débarrasser de leur taille ou d'arbres dû au débroussaillage par rapport à la lutte contre le feu. Donc on se déplace du coup chez eux pour broyer. Donc, c'est un service à la population qui a été mis en place du coup en novembre 2018 avec l'acquisition d'un broyeur auprès de Gamver. Donc là, c'est là ce que vous voyez, c'est pas exactement le même broyeur qu'on a. Donc là, c'est HMI sur la fiche, mais ce qu'on a, c'est simplement un broyeur qu'on tracte avec un 4x4 en fait et qu'on va du coup, on se déplace chez les gens avec. Donc, à l'époque, donc l'idée c'était proposée par l'équipe municipale de l'époque. Le but de ce service, ça va être surtout de limiter surtout les feux domestiques qu'on avait sur le territoire communal, qui étaient assez je veux dire, dérangeants pour la population et récurrents. Également aussi de lutter contre les dépôts sauvages. Il y en a encore évidemment, mais le but c'est de proposer du coup aux gens une alternative du coup également aux dépôts sauvages et aux déchetteries. Donc qui va baisser du coup leur quantité en déchets verts. Parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de se rendre donc en déchetterie avec un camion, ni la place donc, du coup, de stocker, etc. Donc, on leur a proposé ça. Donc, certaines personnes, la première année, c'était un petit peu timide. Après les années suivantes, on a quelques clients réguliers du coup, qui viennent s'ajouter. Après, à côté de ça, donc nous, on l'utilise aussi en régie pour nos tailles d'arbres, pour nos débroussaillages de nos coups-de-feu, etc. Donc, c'est assez pratique pour nous, ce broyeur. Alors après, je ne sais pas sur l'autre page. Oui, donc voilà. Donc là, voilà la procédure de location du broyeur. Donc tout d'abord, on se déplace donc chez les particuliers pour effectuer un premier contact, un premier devis, pour leur dire bon ben pour combien de temps ils auront à broyer et quel type aussi de végétaux on va pouvoir broyer également, parce qu'on ne peut pas dépasser un certain calibrage, un certain diamètre de branches, et certaines essences sont assez difficiles donc, du coup, à broyer, parce que ça nous bouche évidemment les conduits, comme le yucca, le palmier, et ça, c'est assez compliqué. Donc, on leur remet donc cette fiche où qui est stipulé dedans que c'est donc le tarif est à 40 € de l'heure pour le broyage. Donc, ça va comprendre donc le déplacement avec un agent qui va venir sur place, qui va donner un coup de main du coup au locataire pour broyer. Il va lui expliquer également toutes les mesures de sécurité à prendre, le port des EPI, etc. Donc l'essence aussi. Et donc l'avantage aussi pour le particulier, c'est que le broyard reste à leur charge, donc reste sur place. Et donc ils vont pouvoir le réutiliser pour leur composteur, pour leur broyeur, enfin, le broyeur aussi pour le mettre au pied des plantes, pour le paillage. Donc après, les différents avantages, comme on a pu voir aussi avec la présentation d'Alexandre, de Monsieur Reich, c'est ça, excusez-moi, donc tout à l'heure, donc les différents avantages. Et voilà, donc une petite signature, une demande qui monte un peu en signature à Madame le maire, et après on se déplace simplement chez les particuliers qui sont plutôt contents à l'heure actuelle.
sur notre page. Donc voilà, donc nous, les différents bénéfices aussi pour la commune. Donc on limite donc, les brûlages, les nuisances, etc. Donc comme j'ai pu le dire, après, donc c'est vrai qu'on utilise aussi, donc, comme j'ai pu dire, pour nous en régie, pour nos tailles, donc tout ce qui est arbre, ci et ça. Donc nous, on réutilise notre broyat pour alimenter exactement au pied des plantes, on vient alimenter un petit peu la terre, amender aussi certains massifs et pour aussi limiter l'herbe, la repousse, etc. Donc, c'est plutôt des trucs qui fonctionnent bien, quoi. Qui fonctionnent bien parce qu'on n'aura pas à passer tout ce qui est outils thermiques, donc des broussailleuses. On n'aura pas l'utilisation également de tout ce qui est glyphosate, désherbant, parce qu'on est de plus en plus limité et on en limite l'usage de plus en plus, énormément, comme dans toutes les communes. Donc voilà, après, à l'heure actuelle, ce qui fonctionne bien sur ce service, c'est une prise de rendez-vous assez cadrée. Les gens savent donc le prix, savent pour combien ils en auront et peuvent comparer différentes possibilités. S'ils préfèrent prendre un camion, si ça leur charge, ça leur regarde aussi. Mais après, nous, on essaie, quand on se déplace, de leur sensibiliser sur leur réutilisation de ce broyat et aussi sur la limitation aussi du déchet. Donc, ça leur évite de se déplacer à la déchetterie. Donc, un gain en manutention, un gain en essence, un gain en temps, etc. Donc voilà, après, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ce qu'on pourrait, à l'heure actuelle, améliorer éventuellement, ça serait certaines personnes ne souhaitent pas récupérer, donc n'ont pas la place pour récupérer ce broyat ou ne le souhaitent pas du tout. Donc, on pourrait peut-être proposer une récupération que nous, on pourrait réutiliser ou en faire ce qu'on veut au niveau de nos espaces verts. Après, je sais qu'à l'heure actuelle, on va renouveler notre campagne de publicité avec des flyers à travers notre site également, un site de la ville, pour sensibiliser donc les gens à ce niveau-là, quoi, de l'utilisation du broyeur et donc du broyat qui en résulte. Donc, voilà. Et, je ne sais pas si vous avez autre chose sur les autres pages. Je crois que c'était terminé. Non, oui, c'est terminé. Super, en tout cas, merci beaucoup. Mais c'est bien, ça laisse aussi du temps pour... voilà, je pense qu'il y aura certainement des questions peut-être de la part des communes. Donc, je vois que Fabienne Fréga, vous avez levé la main, donc allez-y, je vous donne la parole. Et merci beaucoup, Romain, pour la présentation. J'ai trouvé où était la main, ça y est, donc voilà, c'est bon. Déjà, voilà, super aussi initiative. J'en avais entendu parler à M. Combe, on avait parlé aussi. Est-ce que dans le cadre de la sensibilisation, justement, je ne crois pas que nous, on soit forcément aujourd'hui un relais très actif auprès des gens qui viennent en déchetterie. Donc, peut-être voir avec les agents, enfin, se rencontrer, voir avec les agents de la déchetterie pour que dès que quelqu'un vient à la déchetterie de Pégoma, en fait, avec des déchets verts, on leur remette, nous aussi, votre flyer et on fasse une sensibilisation, si vous en êtes d'accord. Du coup, expliquer un petit peu aux agents de déchetterie pour qu'eux-mêmes puissent être un relais pour vous. Et voilà, si ça vous... Je crois qu'on ne le fait pas encore. Non, il n'y a pas de relais pour l'instant. Voilà, donc si vous en êtes d'accord, on met en place ça et dès qu'en fait un usager de Pégoma arrive à la déchetterie pour des déchets verts, on propose un petit, donc on remet les flyers si vous avez des flyers et puis voilà, il faudrait que nos agents soient aussi un petit peu, qu'on leur explique la démarche pour qu'eux-mêmes puissent le relayer au mieux en fait auprès des usagers parce qu'on a beaucoup de déchets verts à Pégoma quand même. Voilà. Alors, il y avait aussi certaines communes, notamment le Tigné qui m'avait contacté. Pour éventuellement voir si l'appareil, on ne peut pas le mettre à disposition, le louer, etc. Mais pour les autres communes, et c'est quand même très compliqué parce que comme Romain vient de l'expliquer, il faut transporter, il faut mettre un agent à disposition parce qu'il y a des problèmes de sécurité, il y a un problème d'assurance, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est très compliqué. Alors
peut-être que l'idée pourrait se faire, mais en tout cas, ça doit se faire à une échelle aglo, en tout cas, et ça doit se faire avec voir que les modalités de mise à disposition, si ça devait se faire, si ça devait se faire. Aujourd'hui, ça me paraît un peu compliqué, objectivement. On avait eu, je crois d'ailleurs, M. Bertin-Lessé, il y avait une association qui proposait un broyeur pour les communes. Je ne suis pas sûr que ça ait eu ça a un peu marché, mais il n'y a pas eu beaucoup de... Non, ça n'a pas eu de succès. Voilà. Non, je confirme, ça n'a pas eu de succès. C'est compliqué à mettre en œuvre. Après, bon, pourquoi pas y réfléchir, mais c'est compliqué à mettre en œuvre. Non, mais là, ça serait juste en fait, nous, de faire un relais aux usagers qui viennent vraiment typiquement pour des déchets verts et leur dire, est-ce que vous êtes au courant que la commune de Pégoma propose aussi ce service et du coup, les remettre en contact avec eux parce que c'est une question juste de communication et d'information parce que forcément, nous, on les voit directement. Donc voilà, c'est plus à ce niveau-là de vous faire une pub quelque part pour votre service et on sera tous gagnants hein, parce qu'au bout du compte, on paye le traitement, mais bon, c'est vous qui le payez, hein, c'est les agglos et les communes, bien sûr. Hein, donc voilà. Il y a une question. J'appellerai M. Comte si c'est OK. Oui, moi j'ai une question. Oui, allez-y. Moi, je suis donc de la commune de Cabris, donc c'est un tout petit village. On a très peu de personnel technique qui s'occupe de nos espaces verts. Et j'ai noté que bon, pour ce broyeur, il y avait un problème de formation des agents. Comment est-ce qu'on peut former nos agents? Je pense que l'idée, ça serait sûrement que nous, nos communes, Cabris, Le Tigné, Saint-Césaire, enfin Spéracet, des petites communes, peut-être on pourrait avoir un broyeur en commun. Je ne sais pas comment on pourrait faire ça. Mais après, il y a la formation des agents. Alors, je voudrais savoir comment vous avez formé vos agents à Pégomas. Est-ce que c'est une formation assez... Enfin, moi, je pense surtout au niveau sécurité, bien sûr. Comment ça se passe et même si on met après à disposition des personnes, des usagers, comment on peut gérer ce problème de formation? Donc nous, lors de l'acquisition du broyeur, donc on nous a remis toute la documentation, etc. Donc l'ensemble des agents qui sont appelés à intervenir dessus ont été sensibilisés et formés sur une journée, ça peut être même une demi-journée selon le broyeur, sur les différentes pratiques à adopter pour l'utilisation de ce broyeur en toute sécurité. Donc ça va être tout ce qui est port des EPI, ça va être le fonctionnement en soi aussi. Donc sur ça, oui, ça peut être une simple... voilà, et l'accompagnement aussi aux usagers, lors aussi quand on se déplace chez eux, avec le port des EPI, etc., les différentes points de sécurité sur la machine qu'il aurait expliqué, qui a été expliqué aussi aux agents, et moi-même aussi, parce que des fois, je l'utilise également. Ça va être, oui. Après, on a été aussi accompagné via c'était un commercial de Gamver qui nous a expliqué de A à Z, le vendeur qui nous a expliqué de A à Z comment fonctionnait la machine. Donc sur ça, oui, ça peut être un début de réponse, quoi. Oui. Vous n'avez pas eu de formation vraiment officielle, c'est simplement le mode d'emploi et voilà. Le commercial de Gamver qui vous a aidé. Voilà, qui nous a aidés. Et après, à voir si, que par le CNFPT, il doit y avoir normalement peut-être une formation. On ne s'est pas vraiment penché là-dessus, puisqu'on a voulu mettre le service en place et on est sensibilisé dès le départ. Mais il existe sûrement, à travers le CNFPT, une formation plus officielle. Mais c'est toujours le problème. C'est après, une fois qu'on s'engage dans une action comme ça, c'est vrai qu'il vaut mieux mettre des garde-fous, enfin être sûr qu'on est bien dans les clous pour ne pas avoir de problème. Ben, je vous remercie. Merci. C'est très utilisé par la commune. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en régie, on l'utilise énormément pour nos propres déchets. Hein. C'est un atout important pour la commune, ça, par contre. Oui, mais Pégomas, vous avez un gros... Enfin, vous avez peut-être beaucoup d'espaces verts. Nous, à Cabris, on n'a pas grand-chose. Enfin, on a quelques
Voilà. Alors nous, oui, on l'utilise sur l'ensemble de nos arbres. Donc on a tout ce qui est une allée, je ne sais pas si vous vous situez sur la commune, l'avenue Frédéric Mistral, Oui. tout ce qui est une allée de catalpa. On a pas mal dans les écoles des mûriers platanes, Oui. de la taille d'olivier également. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi du mimosa, oui, sur les abords des collines, enfin, dans les collines, aux abords des routes, on les utilise également. C'est bien pratique pour les gars Oui, aussi. oui, non, mais nous aussi, on a des arbres. Je pense que Oui. ça serait utile chez nous aussi. Hein. Mm. Et puis, bon, voilà, après, c'est l'utilisation de ce broyat, ça a l'air très, très intéressant au niveau Alors, environnemental. objectivement, aujourd'hui, la location aux particuliers, même si c'est en augmentation, enfin, sauf cette année, parce qu'avec le Covid, c'était un peu compliqué, on va dire. Je crois que pour tout le monde, c'est à peu près le même problème, mais c'est un peu en augmentation, mais ce n'est pas avec ça. Si on compte rentabiliser le matériel avec la location Oui. particulier, il ne faut pas trop y compter. Donc, Non. c'est un plus. Mais il y a les chiffres d'ailleurs. Voilà, c'est un plus pour la population. C'est en complément de ce que la commune utilise, mais on ne l'a pas fait uniquement que pour la population, pour la rentabiliser. Sinon, ce n'est pas la peine. Hein. Oui, oui, je comprends bien. Voilà. Je comprends. Mais Non, bon, c'est une façon de sensibiliser à ce problème de déchets verts pour éviter le brûlage. Tout ce que vous avez dit, c'est intéressant de toute façon. Il y a peut-être une piste de Valérie Mosca aussi de la Requête qui disait est-ce que, par exemple, ce serait envisageable de louer le broyeur uniquement pour les besoins de la commune, notamment dans le cas d'une petite commune, avec un agent qui est formé. Dans ce cas-là, il loue sur une journée et puis il utilise le broyeur. Ça pourrait être une solution aussi pour les communes qui n'ont pas besoin d'un broyeur en propre tout le temps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça peut se faire. C'est un peu plus compliqué parce que c'est un outil qu'il faut tracter, transporter, etc. Et il y a des problèmes d'assurance et de sécurité. Voilà. Après, tout peut se faire, hein, mais il faut prendre en compte ces problématiques-là. Bon, on aura aussi après l'intervention de M. Cassez de Gare sur un achat mutualisé de broyeurs qu'ils sont en train de faire avec plusieurs communes. Donc, ça pourra aussi, je pense, intéresser certains dans la continuité de cette discussion. Pémanette, vous aviez levé la main également pour une question. Oui, je voulais juste passer un message aux Tigniers. On se mettra en rapport avec eux, mais on est prêt à discuter effectivement de l'achat d'un broyeur intercommunal pour travailler ensemble, que ce soit le Tignier ou Spéracet, bien sûr. Ou Cabris. Ou Cabris. Mais je voulais juste revenir sur l'équilibre financier. Vous disiez, je crois que ce n'est pas, disons, vous ne gagnez pas d'argent avec ça, mais est-ce que vous en perdez, quoi, à Pégomas? Disons que non, on n'en perd pas vraiment. Parce à l'achat, c'est sûr que c'est un certain investissement. Si, comme a dit M. Combe, si on regarde simplement les locations de particuliers, c'est sûr qu'on ne gagne pas vraiment. Mais comme nous, on s'en sert de notre côté en régie pas mal, on en gagne en termes temps, en termes d'utilisation essence, en termes plein de choses aussi, quoi. Donc, l'un dans l'autre, je pense qu'on ne perd pas vraiment d'argent. Après, il ne faut pas regarder simplement le côté location particulier, quoi. C'est un service qui est pour la population. C'est un peu un service public, même si c'est payant. C'est un service qui est offert à la population. Donc, c'est un plus. Voilà, il faut le prendre comme ça. Très bien. Monsieur Bicaille, hop. Ah, vous n'avez pas de... Vous nous entendez, mais vous n'arrivez pas à parler, c'est ça? Attendez. Bon. Ok, est-ce qu'il y aurait une autre question là-dessus? Ah, est-ce que, Monsieur Bicaille, peut-être que vous arriverez à parler là? Je vois que votre micro est activé. Non. Ok. Monsieur Delot, vous avez levé la main, je vois. Oui, c'est pour répondre à nos amis de Péménade. On a déjà un gyrobroyeur qui est assez important et on est tout à fait ouvert à la mutualisation. On a déjà proposé sur d'autres domaines de mutualiser du matériel avec Saint-Césaire et Spéracedes. Donc, il n'y a aucun problème pour nous.
Ok. Bon, bah, écoutez, je pense, enfin, oui, on peut passer peut-être à l'intervention de Monsieur Cassez. Et puis, comme c'est en lien aussi avec nos discussions là, peut-être que ça amènera voilà, d'autres questions. De toute façon, si vous avez des questions même sur l'intervention d'Alexandre Reich, à la fin, on pourra aussi les prendre, il n'y a pas de souci. Du coup, je vais vous partager à nouveau mon écran. Hop. Voilà, et puis je vais laisser monsieur Cassez prendre la parole. Oui, bonjour Coralie, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Bonjour à tous. En tout cas, bon, déjà, je tiens à signaler la richesse des débats et puis de remercier Coralie de nous avoir tous réunis tous ensemble pour débattre un peu des déchets verts. Et remercier aussi Alexandre Rache qui nous a expliqué un peu les problématiques sur les déchets verts. C'est très enrichissant en tout cas. Alors pour ma part, nous on a décidé sur les 6 communes. Donc il y a Garces, il y a Le Mas, il y a Les Mujoules, Briançonnet et Collonges. Et nous avons décidé d'acheter en commun donc un broyeur. Alors cette opération a été faite sous l'égide de Raoul Castel, le maire de Collonges. Je tiens à le signaler parce que même si je suis vice-président de l'environnement, mais l'idée vient de Raoul Castel. Donc il faut rendre à César. Voilà. Donc, je préfère le préciser. Bon, en tout cas, donc l'idée, en fait, c'est d'acheter un broyeur. Donc la première démarche, ça a été la mairie de Collonges qui a délibéré et qui a présenté cette convention à son conseil municipal. Donc eux, ils ont délibéré sur déjà l'accord de principe pour demander aux autres communes, solliciter les autres communes de faire cet achat commun de broyeurs. Donc après, nous, chaque commune a délibéré. Comme vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, il y a la convention donc, qui a été établie entre toutes les communes. Donc là, on voit toutes les communes qui sont citées, hein, donc Collonges, Amira, Garces, Les Mujoules, Le Mas et Briançonnet. Donc ensuite, il y a l'objet de la convention. Donc on présente un peu la convention pour le groupement de l'achat. Ensuite, la désignation du coordonnateur. Alors ça, c'est important, c'est le porteur du projet. Donc ça, c'est bien Collonges qui est porteur du projet. Donc c'est lui donc, qui va faire la modalité d'acquisition. Donc c'est lui qui va faire l'achat directement. Et après, nous, à charge à chaque commune de reverser un sixième du prix du montant hors taxe de la facture. Et on parlait justement tout à l'heure des assurances. Donc l'assurance, c'est toujours dans le même sens. C'est le porteur du projet donc, qui prend l'assurance, voilà, qui va prendre l'assurance pour le broyeur et qui va donc solliciter les communes aussi, un sixième du prix du montant de l'assurance et qui va nous solliciter donc pour rétribuer la somme qui correspond. Ensuite, la période contractuelle, c'est sur la durée de vie du matériel, bien sûr. Le broyeur, lui, il est stocké toujours à Collonges. Donc, il y aura un cahier de prise en charge. Donc, chaque commune qui arrive remplira un cahier avec une prise en charge, bien sûr, avec la révision du broyeur. Hein, donc, il y aura l'huile, il y aura l'essence. Voilà, donc, à chaque fois, il y aura une prise en compte de la commune de Collonges et qui donnera le broyeur à la commune qui viendra le chercher. Et vice-versa, quand nous on ramènera le broyeur, il faudra aussi une vérification de l'employé communal sur place qui vérifiera que l'essence a bien été mise, que l'huile est OK. Donc, et puis, fera une petite vérification sur le broyeur. Et ensuite, pour l'entretien aussi, parce qu'on aura aussi de l'entretien sur le broyeur, un entretien annuel. Là, c'est pareil, on va faire un tableau d'utilisation parce que c'est aussi la particularité de chaque commune qui n'est pas la même. On a des communes qui sont plus ou moins grandes et puis qui ont une utilisation un peu plus conséquente que d'autres. Donc là, dans ce cas-là, pareil, il y aura un cahier où sera rempli le nombre d'heures qui seront utilisées pour chaque commune. Et par rapport à l'entretien, sur les frais d'entretien, bien sûr, il y aura aussi
une valorisation sur l'utilisation de chaque commune du broyeur. Voilà. Donc, ça permet aussi d'équilibrer le montant qui sera rétribué pour chaque commune. Donc, ça, c'est intéressant. Voilà. Et nous, ce qu'on va faire, moi, je parle pour ma commune. Hein. Nous, on a un endroit dédié à la réception du broyeur. Et bon, la seule difficulté, hein, c'est pour que tout le monde se le mette bien en tête, c'est que l'employé communal, quand même, lui, sera chargé quand même de trier les déchets verts. Parce que vous savez que dans une commune, tout le monde mélange tout. Hein. Ils mettent du bois, ils mettent des branches, ils mettent de l'herbe. Enfin, il y a tout un mélange. Donc, l'astreinte, quand même, pour l'employé communal, c'est de bien trier au départ avant qu'on fasse venir le broyeur, pour qu'on ait une préparation et puis qu'on ne perde pas de temps. Quoi. Parce que si à chaque fois, il faut qu'il trie tout le bois et toutes les branches et tout, donc c'est compliqué. Donc voilà, la difficulté, elle est là quand même. Il faut l'avoir en tête quand même. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à me poser sur l'utilisation du broyeur. Je vous écoute, il n'y a pas de problème. Moi, j'avais peut-être une question. Donc, Oui. si je comprends, en fait, vous allez donc faire vos tailles, c'est ça, mettre les branches sur un endroit de la commune et puis broyer de manière assez régulière, enfin, ou je sais pas, à une certaine fréquence en tout cas. Est-ce que vous pensez aussi parfois prendre le broyeur pour un gros chantier de taille, par exemple, pour broyer au fur et à mesure, pour éviter de manipuler deux fois les branches, c'est-à-dire les prendre du chantier, les emmener vers un endroit, puis après les recharger dans le broyeur? Ça, vous allez le faire aussi ou... Oui. Oui, on a par exemple sur des tailles d'arbres qui sont prévues, bon ça on le prévoit un petit peu à l'avance, mais on va établir un planning aussi avec les 5 autres communes. Et bien sûr, nous, lorsqu'on taillera un arbre ou plusieurs arbres sur la commune, on sollicitera le broyeur justement pour éviter de faire plusieurs manipulations. Et puis, ça nous évite aussi le coût parce que quand vous faites venir quelqu'un qui taille les arbres, si vous le faites venir avec un broyeur, il y a un coût supplémentaire aussi. Donc là, par rapport à ça, pour nous, c'est aussi un gage d'économie. Voilà. Ok, super. Je crois qu'il y a une question de Pémanade. Ou alors c'était la main levée d'avant. Non. Ok. Elle a baissé la main. Du coup, le broyeur, il n'est pas encore arrivé, je crois. Hein, alors, c'est ça. Alors, moi, c'est vrai qu'à cette réunion, bon, on aurait voulu parler d'un retour d'expérience. Ça aurait été bien parce qu'on aurait pu dire voilà ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché parce qu'il y a toujours des points négatifs ou des points positifs. Mais bon, à ce jour, on n'a pas encore eu. On a signé la convention, chaque commune a délibéré. Donc là, on est dans la phase de l'achat du broyeur. Mais rien n'empêche dans quelques temps de faire un petit point pour voir un peu ce qui a été positif et ce qui a été négatif pour essayer aussi d'éclairer d'autres communes qui auraient peut-être l'envie de faire le projet d'achat en commun d'un broyeur. Moi, je pense que ça serait bien aussi. Ça serait pas mal. Ouais, ça pourrait être intéressant de faire une petite fiche très synthétique sur ce qui a bien fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné, la transmettre peut-être à Stéphane qui puisse la redispatcher après aux communes de la CAPG. Ouais, ça peut être intéressant, je pense. Ça peut en intéresser plusieurs. Oui, bien sûr. Ok. Eh bien, est-ce qu'il y a des questions sur cette intervention-là ou même des remarques sur la journée ou peut-être, je ne sais pas, des besoins Moi, je voudrais préciser juste pour la formation, parce qu'on a parlé de la formation tout à l'heure. Là. Moi, mon employé communal a fait une formation broyeur, tronçonnage, débroussaillage. Il a fait cette formation. Donc, moi, je pense que c'est bien aussi pour vos employés communaux respectifs, peut-être de leur faire une formation. Je pense que c'est mieux aussi.
Auprès de quel organisme, du coup, vous avez en tête? Par le CNFPT, comme a dit M. Pettinari, je crois, M. Combe, c'est ça. Hein. Je crois par le biais du CNFPT, hein, je crois qu'on peut faire des formations aussi. Hein. Oui, il y a la possibilité, tout ce qui est formation, donc sous broyage, élagage, ça doit faire partie du package, je pense. Il doit y avoir un truc comme ça. Ouais. Ce sont des formations gratuites, non? C'est ça? Via le CNFPT, oui. Oui. Après, il me semble que la commune, il faut qu'elle ait une convention avec il faut qu'on soit adhérent. Oui. Voilà, il faut être signataire, il me semble. D'accord. Bien sûr. Ouais. Ok, bah super. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment, je trouve, une dynamique sur ce sujet-là. C'est vrai que, bon, à l'époque où il y a eu les services de broyage à domicile mis en place avec l'association, c'était il y a déjà peut-être 2 ans, enfin, on en parlait moins de ce sujet, je trouve. Et j'ai l'impression quand même que depuis 1 an, voilà, ça vient vraiment sur le devant de la scène. Et je pense que voilà, les services de broyage de proximité là, chez les particuliers ou l'entretien écologique des espaces verts, c'est vraiment quelque chose dont on entend parler de plus en plus. Et voilà, et en tout cas, moi, j'espère que ça va aussi diffuser, une fois que ça sera vraiment fait au niveau des communes, que derrière, ça va aussi diffuser auprès des administrés, en fait. Parce que si on voit que sa commune change ses pratiques, fait du paillage, voilà, je pense qu'aussi, ça va aider les administrés derrière à aussi changer leurs pratiques à eux. Et après, bah, c'est là où on a aussi des gains financiers, parce que c'est vrai que les déchetteries, le déchet vert, c'est le deuxième déchet le plus apporté en déchetterie. Je crois qu'en PACA, c'est même le premier. Donc, c'est un déchet qui coûte assez cher aux collectivités, alors que c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de façons de le réutiliser sur place. Et comme disait Alexandre Reich aussi, un particulier n'a pas forcément besoin d'un gros broyeur pour arriver à conserver ses déchets verts chez lui. Donc voilà, j'espère que c'est un sujet à suivre et j'espère qu'il y aura de plus en plus d'actions comme ça. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous pour vos interventions. Je pense que c'était vraiment très inspirant pour tout le monde. Merci à vous. Et voilà, comme je disais, il y aura le replay qui sera disponible. Donc, je vous enverrai le lien si vous voulez le diffuser au sein de vos communes. Voilà. Et peut-être qu'on enverra aussi, je pense, à toutes les communes de la KG là, qui n'ont pas pu être là ce matin. Oui. On va aussi en profiter comme ça. Voilà, donc merci beaucoup à tous les intervenants. Je ne sais pas, Stéphane, si vous voulez rajouter un petit mot. Bah, écoutez, vous avez été très complète. Je voulais effectivement féliciter tous les intervenants pour leur qualité, qui ont été très pertinents. Les échanges l'ont également été. Donc, écoutez, je suis très content qu'on ait pu mettre en place cet échange entre tout le monde. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en refaire d'autres, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est vrai que l'intérêt que suscite ce sujet est quand même très important. Et on l'a vu par rapport aux échanges, par rapport aux questions, que c'était un sujet qui est en train de revenir sur le devant de la scène. Donc, très content du travail que vous avez fait, très content des intervenants, très content des échanges. Et puis voilà, je pense que je vous passerai un petit coup de fil dans l'après-midi pour qu'on débriefe ensemble. Mais là, pour le coup, écoutez, je suis, voilà, bravo à tous. Voilà. Merci Stéphane. Merci M. Cassès. Très bien. Merci à tous, c'était particulièrement intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Très bonne journée à tout le monde. Merci, au revoir. Oui. Au revoir. Au revoir. Merci Coralie. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.